Dans sa 28e année, le philosophe Henry David Thoreau prit une décision. Fuir la ville pour se réfugier au sein d'une nature accueillante. Il se retire alors près d'un étang, s'y construit une maison en pin et passe près de 2 ans en autarcie. Au contact des éléments, il en tire un livre précurseur de la pensée écologiste, Walden ou La vie dans les bois. Un ouvrage fondateur avec un message fort. La nature, dit-il, s'occupe de votre bien-être. Elle n'a pas d'autre fin. Ne lui résistez pas. Le contact avec la nature, Pierre-Marie l'éprouvait en chassant dans le sud de la France. Une tradition devenue plus qu'une passion, une condition de son équilibre. En voyage dans le Grand Nord, il fait un jour, armé de sa carabine, une rencontre qui changera sa vie à tout jamais. Vous écoutez Transfert épisode 173, un témoignage recueilli par Mathilde Largetot. Alors, j'aime la chance parce que si tu veux, c'est une communion avec la nature. Bon, c'est vrai que dans toute ma famille, les gens ont été chasseurs, hein, mais avec une notion quand même. C'est vrai que c'est un mot qui commence à être un peu galvaudé, avec une notion de respect, beaucoup de respect. Et moi, j'aimais beaucoup la face à l'approche que m'avait appris mon grand-père, parce qu'on observe le gibier, l'animal, et on décide de le tirer ou pas. Souvent, il m'est arrivé de faire des approches et de ne pas tirer. Donc c'est la communion avant tout avec la nature qui m'intéresse dans cette pratique, qui m'intéressait. Donc j'ai beaucoup chassé, beaucoup à l'approche, mais je faisais beaucoup de sorties pour, en définitive, peu tirer. Donc l'objectif n'était pas de tuer, même si parfois ça n'était la finalité, mais c'était surtout le fait de communier avec l'animal, de communier avec la nature et de vivre pleinement au cœur de la nature, avec la nature. Et là, on est vraiment en symbiose. Il y a vraiment une connexion, une discussion avec l'animal et qui fait qu'on va le tirer ou pas. Ce que je ressentais, c'était vraiment le fait de me fondre totalement avec la nature. De telle sorte que ceux qui m'entouraient, ceux que je pouvais voir, me considéraient vraiment comme un élément de la nature, comme un arbre, comme une fougère, comme un animal aussi. Cette notion vraiment de réussir à faire partie intégrante de la nature, mais au-delà des mots. Bien sûr, en respectant des notions, d'être bien positionné, d'évoluer contre le vent et tout, et tout, et tout. Et ça aussi, le vivre durant le jour, mais comme de nuit. Même tout petit, je passais beaucoup de temps la nuit tout seul dans la nature. Mais précisément parce qu'il y avait ces bruits et il y avait aussi ces animaux que je ne voyais pas. L'attrait pour la nature vient, je pense, de mes grands-parents et du fait aussi que toute ma famille a vécu aussi la campagne. Donc moi, si tu veux, c'est venu parce que depuis tout petit, j'ai vu toutes les personnes qui évoluaient autour de moi qui allaient dans la nature. Et aller à la chasse, et aller le soir observer les animaux, donc j'étais avec eux. Et donc ça m'a plu, et ça, je l'ai un peu amplifié, quoi. Je l'ai un peu amplifié, parce que si tu veux, bon, moi je l'ai vécu euh, vraiment à fond ici en France, mais j'ai eu la chance de vivre autre chose après quand je suis parti au Canada. Donc je chassais en France à l'approche, les différents gibiers comme le chevreuil, le cerf, le sanglier, etc. Et je voulais vivre une expérience de chasser l'élan, le plus gros des cervidés. Et j'ai regardé, et en effet, je me suis rendu compte qu'au Québec, on pouvait avoir la possibilité, avec un budget relativement correct, de pouvoir être en confrontation avec l'élan et l'orignal. Donc c'est comme ça que est venu le fait de vouloir partir au Canada. Vu les moyens financiers que j'ai, je ne peux le réaliser qu'en faisant un échange. Donc je fais passer une annonce dans une revue québécoise qui s'appelle Sentier Chasse et Pêche, où je dis, eh ben, je serais prêt à échanger une chasse à l'orignal, hein, c'est l'élan du Québec, contre une chasse à l'isard, au mouflon ou au cerf à l'approche en France, voire à la chasse du sanglier battu. Donc je fais passer cette annonce dans Sentier Chasse et Pêche, et elle donne rien. Un an et demi après,
un certain mois d'août, je reçois un coup de fil d'une personne qui m'appelle donc en me disant qu'elle était d'accord pour faire cet échange. Donc là, quand elle m'appelle, d'abord, je pense que c'est un canular. Hein, je pense que c'est un de mes amis qui me fait une farce. Et donc, à plusieurs reprises, je lui dis, attends, je t'ai reconnu, bon, c'est bon, arrête. Et la personne insiste, me dit, ah, non, non, mais je suis d'accord pour faire cet échange. Donc, moi, je vous reçois à Rouyn-Noranda, au Canada, et vous, après, vous m'inviterez en France pour chasser le gibier européen. Donc, ben, j'ai dit, eh ben, ok. La personne me donne ses coordonnées de téléphone et on raccroche. Dans l'euphorie, je prends le billet d'avion et donc on avait rendez-vous fin septembre à Rouyn-Noranda. Donc, bon, je l'avais voulu depuis longtemps, je l'avais, mais au fur et à mesure que le temps passait et que le moment venu devait arriver de partir, je me disais, mais en fin de compte, tu pars, tu sais pas trop où tu vas, quoi. Je suis arrivé à Rouyn-Noranda un jour de la semaine, c'était 22h30, l'aéroport s'est vidé, et j'étais tout seul. Alors là, j'ai dit, ouais, ben, c'est bon, tu as fait ce que tu voulais, au moins tu as fait un voyage, sauf que j'étais quand même avec une arme. J'ai dit, eh ben, très bien, je vais prendre un hôtel, je vais passer quelques jours et je vais revenir en France. Et à la fin, il y a une personne qui est arrivée, et donc elle m'a dit, eh ben, monsieur Gaudreau n'a pas pu être là, donc je vais vous amener à un restaurant où il va venir vous rejoindre. Ah ben, j'ai dit, eh ben, allez, donc on est allé au restaurant, et Marcel est arrivé vers 23h30, je me rappellerai parce que j'avais le décalage. Et de suite, bon, ça a été un moment extraordinaire. D'abord, il m'a mis de suite à l'aise. Et après, il me dit, bon, ici, c'est un hôtel-restaurant. L'hôtel est réservé. Donc, si tu veux, tu dors ici. Mais moi, j'aimerais ça que tu viennes chez moi. J'ai fini chez lui, donc à sa maison. Et on a organisé tout le voyage donc, pour faire cette chasse à l'orignal. Alors, il faut savoir qu'au Québec, la chasse à l'orignal, c'est vraiment comme une religion, quoi. Hein. Ça veut dire que, comme un petit peu les palombes quand on est dans le Bordelais, les entreprises ferment et les gens prennent une semaine pour partir, pour aller récolter, hein, entre guillemets, l'orignal. Tout s'arrête pendant une semaine. Donc là, je suis parti avec Marcel et en fait, j'ai été reçu dans toute sa famille. Il y avait ses beaux-frères qui étaient là, ses frères qui étaient là. Donc on était une vingtaine et chacun avait une baie pour appeler l'orignal et pour chasser l'orignal. Ça veut dire que grosso modo, on était quasiment sûr, on ne sait pas qui, mais on était sûr de pouvoir obtenir ou de tirer un orignal. Donc c'est rare parce que c'est un animal qui est très difficile à chasser et il faut vraiment connaître cette chasse, quoi. Heureusement que j'ai été coopté et que j'étais amené par Marcel Gaudreau, parce qu'il n'y avait que des Québécois, et c'est très fermé, quoi. Donc on se rend compte que ce genre de chasse, ben, ils la gardent pour eux. Et j'ai vécu des choses extraordinaires, quoi. Comme eux le vivent, d'une manière, alors là il y a un mot qui revient souvent, une manière traditionnelle, comme eux l'ont toujours fait, quoi. Ayant vécu en campagne, près de la terre et près de la nature, j'aspirais à essayer de trouver quelque chose qui n'avait pas été trop organisé. J'aspirais à retrouver une méthode de chasse, je dirais entre guillemets louable, respectable, et qui collait vraiment à l'environnement et surtout le profond respect de l'animal. Donc c'est important. J'étais pas là uniquement pour obtenir un trophée. Je voulais vivre une expérience avec les vents du coin et eux comment ils le vivaient. Donc en parlant leur patois, voilà. Et ça, j'ai réussi à le vivre donc grâce à Marcel. Et ça a vraiment collé à l'éthique et à la manière que moi je voulais le faire. Peut-être dans la vie, il n'y a pas de hasard, mais j'ai eu la chance. J'ai eu la chance parce que ça correspondait exactement à ce que je souhaitais. C'est fabuleux. C'est de la forêt d'épicéa, hein, de sapins, très haute, très fourrée. Donc on marche dans des trails, dans des chemins qui ont été faits par les animaux et qui ont été coupés par l'homme pour qu'on puisse mieux passer. Et on évolue dans cette forêt avec des ruisseaux. Donc on arrive avec un bateau jusque là où le ruisseau s'arrête. Mais après, le ruisseau s'écoule et il y a ce qu'on appelle des cabanes à castor. Ça veut dire qu'il y a des barrages qui se succèdent.
Le barrage, il existe, ce petit barrage, parce qu'il y a un castor qui a fait une digue. Là où j'étais, il y avait 3 barrages. C'est pour ça que quand ils sont venus chercher l'orignal, il a fallu qu'on porte les bateaux pour qu'on traverse les barrages. Et voilà. Donc c'est vraiment très fastidieux, quoi, hein, avant d'arriver au point. Donc c'est une forêt très dense, très fourrée, et on ne peut y évoluer que quand on prend des sentiers d'animaux. Là, je me suis régalé à cette chasse. Je l'ai vécu, ça m'a plu, mais c'est pas ce genre de choses qui m'attire. La forêt, je me suis régalé quand j'y ai été. J'ai bien communié, mais je me sentais étouffé. Marcel, on a vécu ensemble 10 jours. Ça a été fabuleux. Il a vu mon côté sociable. Il a vu ben, que ça me plaisait, que c'était vraiment une aventure extraordinaire et que j'étais dans mon élément. Alors il me dit, là, on a fini la chasse à l'orignal, mais on continue, nous les Québécois, avec la chasse du caribou. Tu t'es régalé, je t'ai vu vraiment enthousiaste, en train de mettre la main à la pâte partout, en train d'être très volontaire. Donc il me dit, ben, moi, ça me fait plaisir de te voir comme ça. Donc si tu veux, je te prends, on décolle lundi, on monte avec un hydravion et on va dans le Grand Nord. C'est une semaine de plus. Si tu veux, ben, je te prends. Et on monte là-haut. Et tu vas vivre autre chose. Voilà, moi j'avais mon billet pour entrer en France. L'invitation me séduisait. Je partais pour le coup avec Clément, le frère à Marcel et Marcel, dont 2 personnes que vraiment j'adorais, pour leur côté très nature, et qui sont capables de se débrouiller de tout quand ils sont en nature. Donc je me disais, putain, c'est une bonne opportunité que tu as. Donc je réfléchis pas trop longtemps et je dis à Marcel, ok, go, je viens. Et le lundi, hop, on s'en va sur Schefferville. Schefferville, donc, et là, ça va dans la toundra arctique. Donc on arrive à Schefferville, on rentre dans le camp. Alors là, on rentre dans le camp des Québécois. C'est une zone particulière, hein, parce que tout est contrôlé, hein, quand on accède à ces territoires. On est un territoire indien, là, hein. Et les Québécois ont une zone où ils peuvent aller chasser le caribou. Donc j'arrive sur cette zone, et là, j'ai un petit choc. D'une part, il n'y a plus de forêt. Là, on est sur la toundra, on voit très loin. Et j'ai un choc en ce sens qui me semble être chez moi, être à l'aise. Je suis plus oppressé comme dans le bois en bas. Là, au contraire, je respire, je vois loin et je suis bien. De suite, je suis bien. On pourrait être stressé par les grands espaces, mais moi, là, je suis super bien. Donc j'arrive, on s'installe dans le camp avec Marcel, et les caribous étaient là. On obtient les caribous rapidement, et la semaine passe très vite là, hein. Et là, je me dis, je vais y revenir. La région, le biotope, l'environnement qui est toujours à l'état sauvage. Il faut savoir qu'il n'y a aucune route qui mène là-haut, il n'y a aucune piste, et rien n'a été touché depuis la nuit des temps. Rien n'a changé. C'est un petit peu hostile, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de moustiques. Nous, à l'époque où on y a été, il n'y en avait pas trop, mais c'est une zone qui est vraiment féerique pour moi. Je passe ces instants avec Clément et Marcel, et là, euh, je reparle. Et je reviens à Montréal, et après, je retourne en France. Donc ça a été mon premier contact. Bien sûr, dès que je suis revenu en France, je ne cessais de penser à ce coin là-haut. Ça me hantait. Donc j'ai rappelé Marcel, j'ai dit, l'année prochaine on y reva. Mais j'ai dit, mais moi, je vais revenir plus tôt. Je ne viendrai pas à l'Orignal. Et Marcel, il me fait un grand cadeau. Il me dit, eh bien, écoute, moi et Clément, eh bien aussi, eh bien, on va venir avec toi. L'année suivante, on y va au mois d'août. Je prends 2 amis de France. On revient au Caribou, et au moment de rentrer, on passe par un pourvoyeur, là pour le coup, parce qu'on ne va plus dans la zone des Québécois, on va dans la zone purement des Amérindiens, mais qui est ouverte aussi aux touristes. Et on va sur un camp indien, qui sont les Indiens Naskapi et Innu. Et à Schefferville, donc, on prend des permis pour pouvoir tirer les caribous. Et là, on me propose l'ours. On me dit, on est dans une zone où tu as des ours, si tu veux tirer un ours, il te faut prendre un permis. C'est autorisé, mais si tu n'as pas de permis, tu ne peux pas tirer. Ben, j'ai dit, ben, je vais en prendre un. Que si je vois un ours, je ne sais pas. Mais j'avais pas
dans ma tête spécifiquement de tirer un ours. J'avais surtout envie de revenir pour tirer un caribou. Donc là, on va sur le camp de Kuatasu, sur la rivière Canapisco. Et là, on se retrouve avec Clément, Marcel et deux amis d'Albi là, qui étaient avec moi aussi. Voilà. Et là, par contre, c'est bien parce que on est à ce qu'on appelle un plan européen. Ça veut dire que on se gère comme on veut. Les Amérindiens, ils nous amènent dans des endroits où, si on sait conduire un bateau, on prend le bateau et on va à un spot. Et on a plusieurs montagnes où on peut chasser. Donc on monte sur ces montagnes, on jumelle et on vit la chasse comme on a envie de la vivre. Il y a personne qui nous dit fais ci, fais ça, etc. Donc on est vraiment libre. C'est ce qui m'intéresse aussi. Dans toutes ces organisations que j'avais pu voir quand je voulais aller à la chasse, ce qui me gênait, c'était avoir une personne qui soit à côté de moi qui me dise fais ci, fais ça. Je voulais vraiment, comme enseigne avant, mais après, je voulais être libre. Donc là, je m'en vais avec Clément. Clément va sur une montagne et moi je vais sur une autre montagne. Donc on est vraiment, on se voit de loin, mais on est chacun sur notre montagne à nous. On est là pour passer la journée. Donc euh, je me mets sur un coin là et je m'endors. À la journée, je jumelle, j'ai les jumelles, je m'endors, hop, je me réveille. Il commence un peu à neiger, mais bon, c'est le Grand Nord. Et il y a un jumelant, je repère des taches noires un peu au loin, ce sont des ours. Alors j'en repère 4 5 sur des vallées différentes, dont un que j'avais vu gros au loin là-bas. Mais il était très loin. Donc je le regarde au loin là-bas. Et après je me rendors. Je continue le truc là. Et les caribous, il n'y en avait pas. Je me l'ai aussi des caribous. Faut pas bouger, hein. Alors, ce qu'il y a de fabuleux quand on est dans l'Arctique, c'est que quand on bouge pas comme ça, on se rend compte qu'elle est très animée. Il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de sauvagines, il se passe beaucoup de choses. Avec mes jumelles, je scrute l'horizon et tout. On est à la période où la neige a fondu, c'est très vallonné, et le but, c'est se mettre en haut d'une montagne, donc là je suis en haut, et je vois tous ces petits vallons. Quand je dis plat, c'est que quand on est en haut, eh bien, on voit toute une grande surface, et tous les arbres, il y a beaucoup de bouleaux, beaucoup d'épicéas, beaucoup de... Mais ils sont tout rabougris parce qu'on est très haut, donc ils n'ont pas eu le temps de devenir grands. Et quand veut dire rabougri, c'est qu'ils mesurent maximum 50 cm. Donc on voit des petites montagnes, il y a beaucoup de pierres dures, quoi, hein, de granit. C'est très granitique partout. Et on voit des petits bosquets, mais pas gros. Et après, même suivant là où on se trouve, on peut même avoir des visions qui sont très lunaires. Parce qu'à des endroits, il n'y a plus d'arbres. Donc là, c'est vraiment très lunaire. Et ce côté de voir très loin, on voit jusqu'à l'horizon. Donc c'est pour ça qu'on a les jumelles et qu'on voit vraiment à 360 degrés, très très loin. Alors d'un côté, on voit la rivière de là où on est venu, et de l'autre côté, et là, on a de limites que nos limites physiques. Et quand on arrive sur l'autre montagne, eh bien, on en a encore pour autant. Hein, là, on est dans le Nunavik, qui fait partie du Québec. On évolue sur un territoire qui est grand comme la France. Hein, je parle du territoire des Inuits, Naskapi et Innu. Donc on voit, voilà. Moi ça me plaît beaucoup parce que on peut respirer et cette liberté elle est réelle. Elle est réelle, mais il faut vraiment faire attention de ne pas se blesser parce que là, pour le coup, s'il arrive quelque chose, les secours sont pas là. Il faut les appeler et ils viennent s'ils voient. S'ils voient, je veux dire, si le plafond est bas, les avions et les hélicoptères ne volent pas. Donc on est dans des zones où l'homme, où l'Indien, n'est pas souvent allé. Il y est passé peut-être, mais c'est tellement gigantesque. C'est un paysage de tourbes, de lacs et de montagnes avec des arbres tout rabougris. Et qui sont très beaux parce que ces arbres rabougris, à l'époque de l'été indien, quand ils prennent leur couleur, eh bien, les bouleaux, ils deviennent orange, jaune, les mélèzes jaunes. Enfin, c'est fabuleux, quoi. C'est comme si on marchait dans un tableau. C'est magnifique. Et alors, quand on voit les animaux qui sont au milieu de ça, c'est tout simplement irréel. Donc, alors, je suis sur cette montagne, j'ai ce paysage, et l'ours que j'avais vu, il se rapprochait, et là, pour le coup, la jumelle, je le voyais de mieux en mieux. Et je me dis, s'il traverse ce lac, il y avait un grand lac, je voyais un lac du haut, je dis, s'il traverse le lac, ah, je pourrais peut-être l'approcher. Mais s'il ne traverse pas le lac, j'irai pas. Je me rassoupis,
Et là, quand je me réveille à nouveau, quoi, hein, et que je jumelle pour voir s'il n'y a pas des caribous qui passent ou autre, l'ours, il a traversé le lac. Là pour le coup, il est beaucoup moins loin. Et là, je me décide et j'arrive à l'endroit où il devrait être. Et je ne le vois plus. Et à un moment donné, je me retourne et il se met sur ses deux pattes. Il se lève et je le vois là. Je le vois, je l'ai à 20 mètres. À 20 mètres, mais je ne le voyais pas à cause des arbres. Il passait en dessous là. Il se lève. Et là, bon, il s'est passé quelque chose. Euh, je le mets dans ma lunette pour le tirer. Et là, je me mets à trembler. Donc j'arrête, je baisse. Donc il est toujours debout. Il est en train de prendre le vent. Parce que l'ours est myope. Ça veut dire qu'il ne voit pas. Donc il doit avoir une forme, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais il essaie de prendre le vent pour voir qu'est-ce que c'est. Comme je suis quand même à bon vent, il a une odeur qui lui arrive, mais il ne sait pas ce que c'est. Donc je le reprends pour le tirer, je ne peux pas. Je me mets à trembler. Et je tremble et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et dans ma tête, repasse des années de chasse en disant que j'avais prélevé des grands animaux en Europe. Mais là, j'arrivais pas à tirer. À ce moment-là, l'ours, il se met sur ses quatre pattes et il part. Sans le viser, là, je le tire. Au coup de bras, quoi. Je vois que je le touche, mais ça se mélange dans ma tête. Il fait le dos rond, donc c'est une balle de foie. C'est pas une belle balle. Et donc, il va en bas, il passe une tourbe et il rentre dans un petit bosquet qui était en bas, mais très petit. Donc, moi, je vais vers lui. Et au fur et à mesure que je me rapproche, je ne le vois plus. Et mon ami Clément qui m'appelle au loin. Et là, j'arrête, je suis pas bien, je me mets à suer aussi. Et donc, je fais demi-tour et je rejoins Clément. Et physiquement, je suis pas bien. Je suis pas bien. Voilà, j'ai les mains moites. Sur le moment, j'arrive pas à me l'expliquer. Là, la nuit va arriver. Clément, en plus, il m'appelait, mais il n'avait pas entendu le coup de carabine. Il m'appelait surtout pour me dire, il faut rentrer, quoi. Alors, t'es où? Et j'ai dit, je viens de tirer un ours en bas. Alors, il me dit, tu l'as eu? J'ai dit, ouais, je l'ai touché. Mais j'arrive pas dans ma tête, j'arrive pas à savoir que là où je l'ai touché. Je dis ça parce que dans mon métier de guide, je devais savoir quand un client plaçait une balle, qu'est-ce qu'il avait fait comme balle. Balle de poumon, balle de foie, balle de ci. Et normalement, en fonction de là où il a tiré, je sais comment se comporte l'animal. Et là, pour le coup, c'est moi qui suis confronté, je dois le savoir. Donc, et là, tout s'est mélangé. Donc on rentre au campement, hein, qui était quand même assez loin. Et quand on arrive sur le campement, une chose bizarre se produit parce que les Amérindiens viennent me voir et ils me disent, moi et Clément, que quelqu'un a tiré. Alors je me dis déjà, pour qu'ils aient entendu de là où j'étais, il faut vraiment qu'ils aient l'oreille fine. Donc moi je leur dis, oui, c'est moi qui tirais un ours. Hein, bon, j'ai une bague, j'ai le droit, j'ai tout. Ah, ok. Ils me disent, bon, eh bien, on viendra demain avec toi pour le chercher. Très bien. Donc on passe une nuit, tout se passe bien. Et le lendemain matin, on part donc avec eux. Et chemin faisant, les Amérindiens s'arrêtent et vont cueillir des baies. Et moi, je continue avec les mains, les amis. Donc, on arrive sur le lieu. Alors, heureusement que j'avais marqué le lieu, parce que tous les lieux se ressemblent. Et je retrouve l'endroit où je devais descendre. Et là où j'avais été mal. Et en descendant, on voit en face l'ours qui est debout et qui regarde vers nous. Et alors là, Clément me dit, oula, faites attention, il est blessé, il va charger. Donc on arme les carabines et on se rapproche de lui. Et au fur et à mesure qu'on se rapprochait, il ne bougeait pas. En fait, il était mort contre un mélèze qu'il avait plié, mais il est mort debout. Il s'est mis là contre, mais en regardant dans ma direction. Et je pense que la veille, quand j'étais en train de faire l'approche et que j'ai eu ces sueurs, je pense qu'il était prêt à me charger. Donc on le voit debout, donc avec les mains on le bascule et là on le pèle, on lève sa peau. Et par contre, ça a été le seul ours où j'ai pas pris la viande. Parce que Clément me dit, il est mort dans la nuit, il a eu de la fièvre, donc la viande, on verra les Indiens, mais elle n'est pas trop bonne. Donc on le dépaisse et je le mets dans mon sac et on rentre au campement. Donc on arrive à la barque, les Amérindiens sont partis, ils sont plus là. Ils sont revenus au camp.
Donc je monte le bateau avec Clément et on rentre au campement. Là, les Amérindiens, ils sont là. Mais on a encore l'ours qui est dans le sac, donc je l'ouvre. Alors là, par contre, les Amérindiens le regardent. Je dirais qu'il n'arrêtait pas, cet ours, de sortir du sac, tellement il était grand. Et là, il y a un des Amérindiens qui me dit tu as tué grand-père. Hein. Je le regarde, je lui dis quoi? Il me dit tu as tué grand-père. Au début, beaucoup de choses se passent dans ma tête. Je me dis attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Euh, je me comporte en bon citoyen. J'ai un permis, j'ai le droit, tout est légal. J'ai eu la chance de pouvoir obtenir cette ours parce que Clément, qui lui est habitué, il me dit il est gros. Mais je ne pensais pas du tout aux Amérindiens. J'ai le droit, mais il n'est pas en train de m'engueuler, quoi. Il me dit seulement que je suis son grand-père et ils sont fâchés quand même. Hein. Ils sont fâchés, ils sont pas heureux. Et là, ils sont trois, ils prennent l'ours. Bon, je reste avec Clément, je ne sais pas quoi penser, je suis très interrogatif et là, j'ai beaucoup de choses qui se mélangent. Mais c'est bien parce que ce qui s'est passé, parce qu'ils l'ont pris et ça m'a permis de réfléchir entre-temps. Et quoi, 2 heures après, ils viennent me voir. C'est long, hein, 2 heures après. Bon, moi, nous, on est rentrés, on s'est changé, on a pris la douche. Ils viennent me voir en me disant grand-père veut te parler. Alors, grand-père parler, alors je lui dis attends, grand-père, donc l'ours, il veut me parler, ok. C'est là qu'il me demande si tu veux, on aimerait ça que tu viennes. Alors là, je me dis deux choses. Soit tu rentres dans le jeu et tu vas honorer leur tradition ou pas. Tu peux dire, attendez, moi je veux mon ours, je suis venu chasser, moi vos histoires, je veux rien savoir. Et là, je dis, bon, ok, je vais venir. Donc là, pour le coup, il n'y a que moi qui y vais. Et en fait, l'ours, il l'avait installé. Il y a ce qu'on appelle, quand on chasse dans le Grand Nord comme ça, il y a une salle, on appelle ça la mitas. C'est Meat House, la maison de la viande. C'est un endroit qui est avec des moustiquaires, avec une porte bien sûr, et où on met la viande, pour pas que les mouches aillent pondre. Donc il faut toujours laisser la porte fermée bien sûr. Et il l'avait mis là. Ils avaient fait comme un bel hôtel. Et du fait qu'on n'avait pas tué de caribou, il n'y avait que lui. Donc il lui avait fait une belle petite maison, quoi. Je suis rentré là et ils m'ont parlé un petit peu en me disant que c'est pas moi qui avais vu l'ours, mais c'est l'ours qui avait voulu se donner à moi. Et que comme l'ours était donné à moi, les Amérindiens respectaient le choix de l'ours et allaient faire une cérémonie pour moi. Ils ont rajouté que si je l'avais demandé, je ne l'aurais jamais eu. Ils ne le faisaient jamais. Mais que là, eh ben, ils allaient la faire. Parce que c'était un grand-père et que malheureusement, c'est moi qui l'avais eu. Ils m'ont mis avec l'ours au début. Et ce que je peux raconter, c'est qu'ils m'ont laissé durant une nuit. Et ils m'ont dit maintenant, je te laisse avec grand-père et tu vas parler avec lui. Tu vas lui parler et voilà. Et tu vas le remercier pour qu'il se soit donné à toi. Donc ben, j'ai dit ok. Et je suis resté donc une nuit avec lui. Cette nuit, donc d'abord je suis dans la mitas, dans la maison. Je dois dormir. Mais je dors, je suis éveillé, j'ai peur, j'ai plus peur, je suis sur lui, je suis à côté. Enfin, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses et des choses que je qualifierais de pas ordinaires même. Parce que quand je me suis mis à dormir, j'ai eu des rêves vraiment bizarres, mais, mais pas. C'était pas des cauchemars. Hein, c'était vraiment. Et je sentais qu'il se passait quelque chose, mais que j'arrivais pas à toucher encore. Hein. Que j'arrivais pas à comprendre, à connaître. Quoi. Mais il s'est passé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, et même encore que j'en parle, j'ai l'émotion qui revient. Et quand les Amérindiens sont venus me chercher le matin, j'ai été très ému. Et ça revient, là, tu vois, c'est vrai que quand ils ont ouvert la porte, j'avais vraiment une très grosse émotion et je me suis mis à pleurer. Mais je comprenais pas pourquoi. C'est pas mon truc de pleurer. Et là, je dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Bon. C'est fort, ça a été fort et c'est toujours fort. Voilà. La seule chose que m'ont dit les Amérindiens est que ce grand-père, il s'était donné à moi, mais que maintenant, je ne devais plus tirer d'ours. Et je devais les protéger. Donc, que je pouvais amener les chasseurs, hein, mais que je ne devais jamais montrer un ours à un chasseur. Que l'ours,
quand ils veulent se donner à quelqu'un, je ne peux pas interdire le fait qu'il se donne. Je ne dois pas, surtout pas, le faciliter. Et je dois la protéger parce que si c'est une femelle, on ne doit pas y aller. Si c'est un petit non plus. Donc il y a eu ça. Et toute la cérémonie a tourné à ça. Il y a des chants, il y a des chants que je ne comprends pas. À l'époque, il y a toute une cérémonie, on mange des choses. Il faut, tu vois, en fin de compte, la cérémonie consiste à ce que l'esprit de l'ours vienne en toi. Ce qui m'ont dit à la fin, parce que là, ça allait très vite. Ça n'a pas duré un mois, hein, ça a duré une nuit. Et après, le matin, dans la matinée, c'était fini, quoi, hein. Mais ils m'ont dit une chose. Ils m'ont dit maintenant, quand la cérémonie a été finie, l'esprit de l'ours est avec toi. Et quand tu seras perdu dans la toundra, ou que tu seras malheureux, appelle-le et il sera là. Et il viendra. Au moment où ça m'a été dit, ça, je l'ai entendu. Je l'ai entendu, mais pas plus que ça. Je dis, ok, oui, donc. Et en fait, tout ce que j'ai vécu là, je l'ai vécu, mais un peu comme un rêve. Ouais. Et plus tard, ça m'est arrivé d'être en difficulté en forêt concrètement, quoi, hein. Pas perdu, mais presque, parce qu'il y avait beaucoup de brouillard, je ne voyais pas et tout et tout. Et de l'appeler. Et là, de suite, il y a le calme qui arrive. Et de suite, il y a des indices qui voient le jour pour dire non, t'es pas perdu, regarde. Il y a ça, ça et ça. Voilà. Ah oui, ah, ça y est, le chemin. C'est chacun qui l'interprète à sa manière, hein. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que ça m'a rassuré, que j'ai amené le groupe sans problème et que personne n'a vu qu'il y avait la moindre erreur en termes d'être perdu ou pas. Ceci étant, les gens avec qui j'étais me disaient, putain, comment tu fais pour te retrouver et de nous guider en plein brouillard? On ne voyait pas me mettre. Ben oui, ouais, c'est vrai que j'avais, à l'époque, le GPS n'existait pas, hein. On avait la carte et la boussole. Et c'était délicat de pouvoir s'orienter. Non pas de s'orienter en termes de prendre un azimut, c'est que suivant où on le prend, si on se retrouve en face un lac, on ne peut pas le traverser. Donc il faut vraiment qu'on soit aidé. Alors après, c'est chacun qui a ses croyances, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après, j'ai rencontré des Amérindiens, dans des circonstances particulières, ils sentaient quelque chose. Ils ne me parlaient pas comme aux autres. Ils me disaient, toi, même des fois un peu trop, hein, toi, tu sais. Je sais, mais des fois, je ne savais pas, quoi. Les traditions amérindiennes m'intéressaient depuis longtemps. Mais jamais je n'avais trouvé le moyen d'y pénétrer. Et à partir de ce moment-là, on dirait qu'une porte s'est ouverte. Et ça m'a plus jamais quitté. Et au fur et à mesure des années qui évoluent, je comprends là ce qui s'est passé. Je l'ai compris beaucoup d'années après. Quand j'arrive à l'hôtel, quand je sors du Grand Nord, je sais que j'ai une carte bancaire, mais je me rappelle d'aucun code. J'ai un téléphone, je ne me rappelle pas le numéro. Putain. La première fois j'ai eu peur, j'ai dit, oula, maintenant je le sais, donc je le marque. Mais je me rappelais de rien. Bon, ça revient, hein. Mais au début, quand on vous fait, il vous faut taper le code, j'ai arrêté parce qu'au bout de 3 fois, on bloque la carte. Je dis, je sais pas, je ne me rappelle plus. Ce qui est sûr, c'est que, en ce qui me concerne, quand je suis dans la toundra arctique, c'est chez moi, entre guillemets. C'est une zone que je connais bien, j'ai pas peur, mais je la respecte parce que je sais que si je la respecte pas, il va m'arriver des choses. C'est une zone qui est fabuleuse, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esprits, où il y a beaucoup d'animaux. Aujourd'hui, encore, les ours de la toundra arctique meurent de vieillesse et n'ont jamais vu de blanc. Quand on y va, bon, certes, il faut qu'on les approche toujours à bon vent, on en voit beaucoup, mais ils n'ont pas peur de l'homme. Les animaux qu'on voit là-bas, les lagopèdes, les tétras savanes, les caribous, enfin, tous les animaux, si on ne bouge pas, eh bien, ils s'approchent de vous. On les a à 1 mètre. Donc on est vraiment dans une zone qui a été encore préservée. Il faut espérer qu'elle continuera à l'être. Parce qu'il n'y a aucun accès route, il n'y a aucun accès piste. On ne peut accéder que par bateau avec les rivières. Et on peut accéder que par hélicoptère ou par hydravion. On est un territoire indien.
Donc déjà, il faut aussi leur demander l'autorisation pour aller dans ces zones. Et j'ai longtemps regardé et je me disais, mais pourquoi ces zones sont tellement préservées aussi? Parce que même les Indiens, ils y vont pas. Ils chassent autour de Shefferville, ils chassent autour de Kuujjuaq. Ils n'ont aucun intérêt à faire 200 kilomètres pour rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'il faut à côté. Dans ces zones-là, qui sont à 180-200 kilomètres de Shefferville en direct, mais il y a rien, il ne se passe rien. Donc, que ce soit au niveau des rivières poissonneuses, de la flore, de la faune, enfin de tout, tout est intact. Donc, on est chez les animaux, on est chez eux. Il m'est arrivé de prélever des ours, pas moi parce que je ne peux plus, mais que des clients amis en aient prélevé dans la tradition, parce qu'ils les avaient vus et tout, et de m'apercevoir que ces ours-là n'avaient plus de dents, ou que les dents tombaient. Et après, les avoir ramenés à Montréal pour faire la taxidermie du crâne et de la peau, le taxidermiste me disait, mais il n'aurait pas passé une de plus, il n'a plus de dents. Et de là, en voyant le scientifique, il dit non, non, là-haut, ils meurent de vieillesse. Ils sont très gros et ils passent toute leur vie dans la toundra. Donc, moi, je trouve que c'est fabuleux, quoi. Et j'aimerais aussi terminer mes jours là-haut. Alors aujourd'hui, peut-être dû à l'âge, j'ai moins envie de chasser. Depuis que j'ai passé cette cérémonie avec l'ours, ça a changé quelque chose, ne serait-ce que par rapport à mon comportement, à ma notion de protection, voilà, de rapport que j'ai avec les animaux en général. Ah oui, oui, c'est sûr. Et même ma manière de vivre a changé, même d'un point de vue purement aussi spirituel. J'ai quelque chose de plus qui est arrivé, mais ça ne concerne que moi. Je le partage parfois, mais j'ai rien à vendre, quoi. J'ai rien à vendre. Je sais que ça m'accompagne, j'en parle avec certains. C'est quelque chose que j'ai vécu, que je fais vivre. Il y a beaucoup de signes qui font que c'est aligné et c'est juste. Mais oui, il y a eu l'avant et l'après, quoi. C'est sûr. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 173, un témoignage recueilli par Mathilde Largetot. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, Mathilde Largetot. Montage et réalisation, Victor Benamou. Musique, Dombrance. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.